Alors c'est vrai que le temps presse, il ne reste plus beaucoup de temps aux Républicains et aux démocrates pour tenter de s'accorder sur un nouveau plan de relance aux États-Unis. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Est-ce qu'il y a urgence aux États-Unis? On sait qu'il y a deux camps, pour que les deux camps aux États-Unis, républicains et démocrates, votent ce plan de soutien à l'économie avant Noël. Sous peine d'assister, c'est ce que disait Le Monde, à une crise sociale en janvier. D'après le Wall Street Journal, entre 2,5 millions et 5 millions d'Américains courent le risque d'être expulsés de chez eux parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer. Il y a un sujet ou pas là? Alors évidemment, il y a un sujet tout simplement. Mais il y a urgence, si on dit ça, il y a urgence. Il y a urgence, il y a urgence. Et vous allez comprendre, pour qu'on ait un compromis bipartisan, donc entre démocrates et républicains, vous savez qu'on est aux États-Unis, enfin voilà, le pays de la caricature tout de même. Donc on est un compromis bipartisan qui soit proposé et qu'il faudrait voter avant vendredi, donc avant la fin de semaine. Évidemment, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence tout simplement parce que... le 25, c'est dans 10 jours, hein. C'est pas ce vendredi-là. Hein. Oui, mais là, grosso modo, pour éviter en fait, que les gens qui partent en vacances aient de la visibilité pour ce qui va se passer en fait, quand même d'ici la fin d'année. Il y a urgence tout simplement parce que le gigantesque plan de relance, donc, qui a été voté fin mars dernier, je rappelle, c'est 2200 milliards de dollars. Auquel vous ajoutez les 500 milliards qui ont été rajoutés au mois d'avril. Eh bien, tout ça prend son terme pour un certain nombre d'aides d'ici la fin d'année. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un peu plus de 2 millions de personnes qui risquent d'être expulsées, mais au-delà de cela, tous les gens qui touchaient le chômage, au regard en fait, de la dégradation du marché de l'emploi aux États-Unis, risquent de se retrouver sans emploi. Le chiffre... Enfin, sans allocation. Voilà, sans allocation, évidemment, sans emploi, mais sans allocation. Donc là, on parle de plus de 10 millions de personnes. Donc évidemment, la notion de crise sociale, elle vient du fait que vous allez avoir en face de vous un besoin, enfin en gros, pas de fonds suffisants pour assurer les aides alimentaires, plus de 10 millions de personnes qui ne toucheront plus les allocations au chômage, et un paquet important d'Américains qui se retrouvent sans logement. Alors, honnêtement, de vous à moi, je ne vois pas trop ce qui serait susceptible de générer une crise sociale autre que cela. C'est-à-dire que là, vraiment, vous avez les ferments d'une crise sociale évidente. Donc, mais le Congrès est bloqué et ça discute autour d'un plan de soutien à l'économie de 900 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce n'est pas uniquement pour les ménages, évidemment. Et pourquoi ça bloque? Alors non, ça ne bloque plus vraiment, on va dire, parce que là, ce qui a été proposé, c'est de faire les choses en deux temps. Donc, il y a un gros paquet, tout ce qu'on vient d'évoquer là fait consensus entre démocrates et républicains. Donc, ils vont se mettre d'accord, alors? Ils vont se mettre d'accord parce que dans les un peu plus de 900 milliards que vous évoquez, ce qui vient d'être proposé, c'est un peu plus de 700 milliards autour de tout ce qu'on vient d'évoquer. Un plan de soutien d'aide aux petites entreprises, de l'aide alimentaire, un plan de soutien pour la vaccination d'ici la fin d'année. Quoi encore? Le fait de ne pas pouvoir expulser en fait, les gens et surtout, évidemment, les fonds de prorogation pour que les gens puissent continuer à toucher leurs allocations chômage. En réalité, tout ce qu'on vient d'évoquer donc c'est une question d'heure là? Fait consensus, oui. En gros, maintenant, vous avez un groupe bipartisan entre républicains et démocrates qui a fait cette proposition. On met 750 milliards de dollars pour financer, en gros, tout ce qui est le plus important. Et on cantonne à 160 milliards une deuxième partie sur lequel il y a encore débat, et je pourrais y revenir juste après. Donc en fait, l'essentiel va être voté. Il est très probable qu'aujourd'hui, les chefs de file au Congrès, à savoir Nancy Pelosi d'un côté et, comment s'appelle-t-il, en face, côté Sénat, j'ai avalé son nom, donc se mettent d'accord pour faire voter d'ici la fin de semaine ce premier plan de 750 milliards de dollars. Pour éviter la crise sociale. Pour éviter la crise sociale. Après, il reste en fait un paquet de 160 milliards de dollars à ajouter. Donc ça correspond à deux mesures. Une que portent les Républicains, c'est en gros d'éviter de protéger les entreprises, les universités, les centres de vaccination, etc., d'être attaqués par des gens qui seraient susceptibles de contracter le coronavirus en leur sein. Et donc, en gros, une protection juridique associée aux entreprises, comme quoi, en fait, les collaborateurs ne pourraient pas se retourner contre celles-ci. Alors ça, c'est une proposition des Républicains qui, aujourd'hui, est refusée par les démocrates, parce qu'elles estiment que ça risque de fragiliser la situation des salariés et surtout pas inciter les entreprises à mettre en place les conditions de protection du salarié. Et donc là, on a vraiment un jeu assez simple. Et de l'autre côté, les démocrates qui, eux, souhaitent une aide directe aux collectivités locales, donc aux États. Qui sont en grande difficulté pour ça. Qui sont en grande difficulté parce qu'évidemment... soit il y a du tourisme, soit il n'y a plus de business à New York, soit... Voilà, on n'est pas en France, c'est-à-dire qu'on est sur un État fédéral, mais dans lequel les États ont beaucoup de charges à prendre et ont beaucoup de liberté par rapport à cela. Et donc, en gros, les démocrates souhaitent qu'on les aide. Et là, pour le coup, c'est les républicains qui s'y opposent, là aussi avec des postures qui sont assez finalement traditionnelles entre les deux. Mais vous voyez, sur l'ensemble des mesures les plus urgentes, finalement, il y a consensus, bon, pour une fois, et donc il est très probable. N'oublions pas tout de même qu'on est aux États-Unis,
quand même le pays du pragmatisme. C'est-à-dire que ça fait 2 mois, en gros, qu'on joue en fait ce scénario des difficultés de se mettre d'accord, mais in fine... Et face à la falaise, au final... Mais comme toujours, vous savez, en fait, quand il y avait ce plafond de la dette, donc, et c'est revenu en fait à chaque fois, et à chaque fois on nous resservait la même sauce, à savoir, les États-Unis vont être, en gros... Donc à chaque fois, ils attendent la dernière minute pour se mettre d'accord. Ils attendent la dernière minute, mais on trouve un accord parce qu'évidemment, on reste dans le champ politique, on reste sur le champ de la séduction de l'opinion publique, et évidemment, aucune des deux parties n'a intérêt à ce qu'on amène une partie importante de la population américaine dans l'extrême pauvreté. Ouais, sachant que la récession, j'ai regardé les chiffres, j'étais surpris, on attend entre 3 et 4% de récession aux États-Unis cette année. On se dit qu'au final, ça n'a pas été si violent que ça, un taux de chômage qui finirait à 7%. Quand on se compare en Europe et en France, nous, on va finir à moins 9 ou moins 10. Donc, Oui, il y a une enfin, évidemment, en gros, on l'a pris en plein fouet beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Après, tout à l'heure, les chiffres ont un sens. 2700 milliards de dollars qui ont été votés en début d'année. C'est 13 points de PIB. 700 milliards ou 900 milliards, ça va être 4 points de PIB. Ça veut dire que sur l'année, on a eu une injection publique, de l'argent public, de 17 points de PIB. Donc pourquoi moins 4 ? Parce que, en gros, on a tout payé. Et puis, ils ont moins confiné que nous aussi. Voilà, oui, premièrement, mais on a le keynésianisme en face, enfin, le soutien de l'État est extrêmement en fait, important aux États-Unis. 17 points de PIB, vous vous rendez compte ? Donc d'injection directe pour répondre à la crise du coronavirus. Donc moins 4 parce que 17 points de PIB. Ça veut dire quoi 17 points de PIB ? Ça veut dire que les gens finalement n'ont pas vécu l'impact de ce choc économique. L'INSEE cette semaine a montré que le pouvoir d'achat des Français allait baisser de 0,4% cette année pour une crise de moins 10. Oui, mais confinement. Là, pour le coup, c'est plus un choc pour les entreprises chez nous, avec une perte de valeur ajoutée associée au fait qu'on a tout bouclé, ce qui n'a pas été le cas. Un tiers de la facture de la crise est payé par les entreprises en France. Évidemment, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Donc le deuxième point aux États-Unis, attention, donc le moins 3, moins 4, tout simplement parce que les gens, les entreprises ont été soutenus pour ne pas avoir à subir les dommages collatéraux associés en fait à la crise du coronavirus. Donc la vraie question, c'est la suite. C'est la suite. C'est est-ce qu'on a une économie qui... Donc il n'y aura pas de souci pour le sauvetage actuel, mais attention, ça ne fait que gagner du temps. Donc les questions qui vont vite arriver dès le mois de janvier, c'est est-ce que Joe Biden aura la majorité aux deux chambres ? On le saura début janvier. On le saura début janvier. Si c'est le cas, Joe Biden, lui, dit... Peu probable. C'est peu probable. Mais si lui dit, eh bien dans ces cas-là, c'est 750 milliards ou 900 milliards, ce n'est qu'une avance sur un plan beaucoup plus large. Et en gros, on va mettre le paquet dès l'année prochaine. Donc à nouveau du déficit budgétaire et des plans de relance. Alors qu'ils sont en déficit budgétaire, ils sont à moins 15, non ? C'est ça ? Moins 15. Après, c'est difficile d'atterrir. Mais quand je disais tout à l'heure 17 points de PIB, c'est par rapport au PIB de 2019 en plus. Attention. Donc c'est vraiment par rapport avant l'effet de la crise. Donc on est sur des niveaux colossaux. Alors, attention, s'il n'a pas la majorité, les Républicains, eux, ils sont plutôt sur un plan de relance de 500 milliards. Vous voyez, donc la chose va être différente. Si vous êtes sur du 500 milliards et que l'économie ne repart pas substantiellement, là, pour le coup, vous allez avoir un vrai impact sur les ménages. Parce que le marché de l'emploi aux États-Unis, certes, a retrouvé un petit peu des couleurs. Mais ils ont détruit 22 millions d'emplois, ils en ont recréé la moitié. La moitié, mais il en reste la moitié. Plus de 10 millions. Et la moitié, en fait, là, en l'occurrence, il y a des allocations chômage, donc ça coûte cher. Ça coûte, encore une fois, c'est 17 points de PIB pour financer le tout, soutenir le tout, artificiellement, mais bon, globalement, c'est nécessaire. Mais en tout cas, ça ne pourra pas durer éternellement. Et le marché de l'emploi, en fait, se redétériore tout de même, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, pour le coup, la crise sanitaire là-bas, n'est pas en train de refluer. Donc on est toujours sur des niveaux qui sont... Même s'il y a une campagne de vaccination qui commence. Extrêmement élevée. Oui, mais attendez, la campagne de vaccination, elle aura des impacts. Il faut faire attention. C'est pas instantané. On va dire, voilà, quand vous semez, la récolte, c'est pas le lendemain. Donc il va falloir attendre un petit peu pour voir les premiers effets des vaccins et permettre en fait à ces économies-là de retrouver des couleurs. Donc on est vraiment sur une notion de... Alors là, c'est vraiment l'exemple même de l'extrême pragmatisme des Américains, donc ils ne se suicideront pas. Voilà. Donc il y aura un accord bipartisan. C'est quasi acquis. Sur l'essentiel, 750 milliards, ça fait gagner du temps. La vraie question derrière, c'est les marges de manœuvre de Joe Biden ou pas. Est-ce que c'est une avance sur un plan de relance plus global qui permettra aux États-Unis de connaître une année 2021 qui sera intéressante ou pas? Et dans ce cadre-là, pour le coup, on pourra avoir des discussions sérieuses entre républicains et démocrates. On rentre dans le schéma où, quand vous n'avez pas la majorité, il faut négocier. Et on va quand même dire que la science du compromis, elle n'a pas été inventée aux États-Unis. Là, on est vraiment sur un compromis de dernière minute, mais ils sont plutôt dans une culture du conflit que dans le compromis. Une haie après l'autre, cher Pierre. Merci en tout cas. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci. Merci David.